Dans les montagnes reculées du Kentucky, là où la route sauvage traçait un chemin dangereux vers la frontière occidentale, se dressait autrefois une auberge dont les voyageurs parlaient à voix basse, avec un respect presque religieux. L'auberge de Millbrook, disait-on, offrait quelque chose qu'aucun autre établissement ne pouvait proposer, une chaleur qui allait bien au-delà de lits propres et de repas chauds. 4 sœurs dirigeaient ce refuge de montagne et des hommes épuisés y arrivaient en étrangers, pour repartir avec le sentiment d'avoir découvert quelque chose de précieux, quelque chose qui valait la peine d'affronter à nouveau le périple périlleux. La réputation des sœurs Cunningham s'était répandue sur 3 États. Des marchands retardèrent leur voyage d'affaires pour passer des nuits supplémentaires à Millbrook. Des éleveurs détournèrent leur route à travers des cols montagneux hostiles, plutôt que de manquer l'occasion de goûter à l'hospitalité légendaire des sœurs. Et ceux qui y avaient séjourné parlèrent de réconfort que les voyageurs solitaires trouvaient rarement. Une attention si personnelle, si intime, que des hommes faits en venaient à pleurer au moment de partir. Mais durant l'hiver 1851, quelque chose changea. Des voyageurs commencèrent à arriver dans des villages du Kentucky avec des récits troublants. La route menant à l'auberge de Millbrook, affirmait-il, était jonchée de chariots abandonnés et de chevaux sans cavalier. Les autorités locales rejetèrent d'abord ces témoignages comme de l'hystérie de frontière, jusqu'à ce qu'un schéma apparaisse et ne puisse plus être ignoré. Des dizaines d'hommes avaient disparu sans laisser de traces, et le dernier endroit où on se souvenait les avoir vus était le sentier montagneux menant à la porte accueillante des sœurs Cunningham. Avant de poursuivre l'histoire de ce qui s'est réellement passé dans ces montagnes isolées du Kentucky, il faut comprendre ce que les autorités allèrent découvrir. La chaleur que les voyageurs trouvaient à l'auberge de Millbrook avait un prix bien plus terrifiant que quiconque aurait pu l'imaginer. L'année était 1831, lorsque Jeremiah Cunningham succomba à la tuberculose, laissant derrière lui un domaine montagnard prospère et 4 filles âgées de 16 à 26 ans. Située dans les hautes terres reculées entre la vallée de Shenandoah en Virginie et la frontière du Kentucky, la propriété Cunningham s'étendait sur plus de 800 acres de terre fertile, avec du bétail, des champs de céréales, et surtout une auberge idéalement placée pour servir les voyageurs, se dirigeant vers l'ouest par la route sauvage. Margaret, l'aînée de 26 ans, possédait l'esprit aiguisé d'une femme d'affaires née, ainsi qu'une nature froide et calculatrice qui se révélerait plus tard mortelle. Catherine, 24 ans, avait hérité de la beauté éthérée de leur mère et d'une capacité presque surnaturelle à faire sentir à n'importe quel homme qu'il était la personne la plus importante du monde. Sarah, 22 ans, partageait les connaissances de leur mère défunte sur les herbes de montagne et leurs propriétés diverses, un savoir qui se révélerait bien plus sinistre qu'on ne l'aurait imaginé. Élisabeth, la plus jeune, âgée de 16 ans, possédait un charme innocent capable de désarmer même le voyageur le plus méfiant. Le domaine Cunningham avait été bâti par leur grand-père en 1798, à une époque où la route sauvage n'était guère plus qu'un sentier dangereux taillé dans un territoire hostile. En 1831, il était devenu l'un des relais les plus respectés pour les marchands, colons et aventuriers, se dirigeant vers la promesse des riches terres bleues du Kentucky. La maison principale, une solide construction en rondins de 2 étages reposant sur des fondations de pierre, dominait une crête surplombant la vallée. L'auberge comptait 6 chambres confortables, une grande salle commune avec d'imposantes cheminées de pierre et une cuisine capable de nourrir des dizaines de personnes. Ce qui rendait l'endroit spécial n'était pas seulement son emplacement ou ses commodités, mais la réputation d'hospitalité soigneusement cultivée pendant 3 décennies. Les voyageurs racontaient, dans des villes situées à des centaines de kilomètres, la chaleur de l'accueil des Cunningham, la qualité de leur whisky de montagne et le confort de lits propres après des semaines de route dangereuses. Jeremiah avait bâti quelque chose de plus précieux que l'or, la confiance. La propriété employait un personnel réduit mais loyal. Ezra Hawthorne, un montagnard buriné d'une 50aine d'années, travaillait comme contremaître depuis les débuts de l'auberge. Sa connaissance des montagnes était encyclopédique, et sa loyauté envers la famille Cunningham absolue. 2 immigrants allemands, les frères Zimmer, Klaus et Heinrich, étaient arrivés 3 ans plus tôt à la recherche de travail et de stabilité dans le Nouveau Monde. Ils vivaient dans une cabane près de la limite orientale du domaine et géraient le bétail et l'agriculture avec une efficacité toute germanique. L'automne 1831 marqua le début de ce que les habitants appelleraient plus tard les années d'or de l'auberge. Les sœurs,
d'abord unie par nécessité, découvrirent qu'elle possédait un talent remarquable pour faire sentir aux clients non seulement qu'ils étaient les bienvenus, mais véritablement chéris. Le sens des affaires de Margaret maintenait la rentabilité. Le charme de Catherine incitait les clients à prolonger leur séjour. Les talents culinaires et les tisanes médicinales de Sarah renforçaient la réputation de confort, tandis que l'enthousiasme juvénile d'Élisabeth redonnait le sourire aux voyageurs les plus fatigués. Mais quelque chose de plus sombre couvait sous cette façade d'hospitalité montagnarde. L'isolement qui avait autrefois protégé la famille Cunningham des dangers de la vie de frontière offrait désormais autre chose, la discrétion. Et la discrétion, entre les mains de 4 jeunes femmes intelligentes et peu scrupuleuses, pouvait devenir extrêmement dangereuse. C'est lors d'une soirée de novembre 1832 que Thomas Kellerman arriva à l'auberge de Millbrook, apportant avec lui le premier signe des ténèbres à venir. Kellerman était un acheteur de bétail de Richmond, voyageant seul avec une importante bourse de pièces d'or destinées à des achats au Kentucky. Âgé de 45 ans, récemment veuf, sans enfant ni attache proche, il correspondait parfaitement au type de client que les sœurs apprendraient à identifier avec une précision terrifiante. La température était tombée sous le point de congélation et une légère neige commençait à tomber lorsque le cheval de Kellerman gravit péniblement le sentier sinueux menant à l'auberge. Margaret l'accueillit à la porte avec son sourire professionnel, notant immédiatement la qualité de ses vêtements, le poids de ses sacoches et surtout la solitude dans son regard. Un homme voyageant seul 1 an après avoir perdu sa femme portait plus que de l'argent. Il portait un désespoir profond de connexion humaine. « Bienvenue à l'auberge de Millbrook », dit Margaret avec un mélange parfait de chaleur et de formalité. « Je suis Margaret Cunningham, et voici mes sœurs. Nous ferons en sorte que votre séjour soit exactement ce dont vous avez besoin. » Les yeux de Kellerman s'illuminèrent en découvrant la lueur chaleureuse de la salle commune, l'odeur du ragoût de venaison de Sarah et la vue de Catherine arrangeant des fleurs sauvages fraîches malgré la saison. C'était exactement ce dont un veuf solitaire avait besoin, un endroit où des femmes belles et attentionnées le traiteraient comme un membre de la famille, plutôt que comme un simple client. Au cours des 3 jours suivants, les sœurs offrirent à Kellerman une expérience sans pareille. Les repas de Sarah étaient de véritables festins, avec du gibier parfaitement assaisonné, du pain frais et ses célèbres gâteaux au miel. Margaret l'impliquait dans de longues discussions sur les affaires et la politique, lui donnant le sentiment d'être intellectuellement appréciée. Les rires innocents d'Élisabeth à ses histoires le faisaient se sentir important. Mais c'était Catherine qui lui offrait ce qu'il désirait le plus, l'illusion de la romance. Lors de sa 2e soirée, après le départ des autres clients, Catherine le trouva seul près du feu, le regard perdu dans les flammes, avec l'expression creuse d'un homme qui avait tout perdu. Elle s'approcha avec 2 verres de rhum épicé préparés par Sarah, servis dans des gobelets de cristal scintillant à la lumière du foyer. Elle s'assit à côté de lui avec grâce. Pendant 2 heures, Kellerman se confia à cette femme magnifique qui l'écoutait avec une attention sincère. Il parla de sa défunte épouse Mary, de leur incapacité à avoir des enfants, des soirées passées dans une maison vide, encore imprégnée de l'odeur du savon à la lavande. Catherine écoutait avec une compassion parfaite, touchant parfois sa main ou se penchant plus près. « La solitude est une chose terrible », murmura-t-elle, mais elle n'a pas à être permanente. Ce qui se passa ensuite ne fut jamais consigné dans aucun document officiel. Mais le comportement de Kellerman le lendemain matin parlait de lui-même. Il traversa le petit déjeuner avec l'expression satisfaite d'un homme qui avait retrouvé une raison de vivre. Il prolongea son séjour de 2 jours supplémentaires et commença même à planifier un retour à l'auberge lors de son voyage de retour à Richmond. Mais Thomas Kellerman n'atteignit jamais le Kentucky. Son cheval fut retrouvé errant sans cavalier près du col de Cumberland. Kellerman avait disparu, laissant derrière lui seulement des questions et un mystère qui ne serait jamais officiellement enquêté. Sur la frontière dangereuse, on supposa logiquement qu'il avait été victime de bandits ou d'animaux sauvages. Seules les sœurs Cunningham connaissèrent la vérité. Heinrich Zimmer attendait dans les bois, à un demi-mile de l'auberge, lorsque Kellerman quitta les lieux ce matin-là. L'immigrant allemand était habile avec les outils et possédait cette efficacité silencieuse qui le rendait précieux pour les tâches exigeant de la discrétion. Kellerman ne vit jamais le coup qui mit fin à sa vie, un violent impact de marteau de forgeron à la base du crâne. Son corps fut enveloppé dans une toile et enterré à un emplacement prédéterminé au cœur de la forêt montagneuse.
tandis que sa lourde bourse de pièces d'or retournait à l'auberge de Millbrook. Ce soir-là, les 4 sœurs s'assirent autour de la table de la cuisine, comptant l'argent de Kellerman et planifiant leur avenir. Margaret avait fait les calculs. La somme qu'elle venait d'acquérir dépassait les bénéfices légitimes de l'auberge pour une année entière. Catherine avait prouvé que les hommes seuls pouvaient être manipulés avec une facilité déconcertante. Sarah avait démontré que les traces pouvaient être éliminées grâce à une connaissance adéquate de la chimie et de l'art de la montagne. Et Elizabeth avait montré que même la personne paraissant la plus innocente pouvait garder des secrets terribles. « Il ne manquera à personne pendant des semaines », déclara Margaret en empilant les pièces d'or avec une précision professionnelle. « Pas de famille, pas d'amis proches, voyageant seul vers un endroit où personne ne le connaît. Parfait. C'était presque trop facile, » ajouta Catherine, arborant encore l'expression douce qu'elle avait utilisée pour rassurer leur victime. Il nous aurait donné tout ce que nous lui aurions demandé. Ce qu'elles découvrirent cette nuit froide de novembre valait bien plus que de l'or. Elles avaient découvert comment faire disparaître des gens. L'hiver 1832 donna aux sœurs le temps de perfectionner leur méthode et d'établir des protocoles qui les serviraient pendant près de 2 décennies. Margaret, avec son esprit d'affaires aiguisé, développa un système pour identifier les cibles idéales. La victime parfaite était un homme voyageant seul, transportant une somme importante, avec peu de liens familiaux et aucun calendrier fixe susceptible d'alerter rapidement en cas de disparition. Le rôle de Sarah évolua bien au-delà de la cuisine et de la gestion domestique. Sa connaissance des plantes de montagne s'étendit à l'étude détaillée des toxines et de leurs effets. Les baies de phytolac, correctement préparées, pouvaient provoquer des symptômes ressemblant au choléra. La digitale pouvait entraîner une insuffisance cardiaque semblant naturelle. La ciguë aquatique pouvait tuer en quelques heures en laissant peu de traces. Elle établit un jardin caché derrière la maison principale, où elle cultivait ses plantes aux côtés d'herbes légitimes, créant ainsi un véritable arsenal pharmaceutique déguisé en potager médicinal. Catherine perfectionna l'art de la manipulation émotionnelle, apprenant à lire les besoins les plus profonds des hommes et à se présenter comme la réponse à leur solitude. Elle étudiait soigneusement ses cibles, adaptant sa personnalité à leurs désirs. Pour les religieux, elle devenait profondément pieuse. Pour les intellectuels, elle se transformait en brillante interlocutrice cultivée. Pour les endeuillés, elle offrait réconfort et compréhension. Sa capacité à devenir exactement ce dont un homme avait besoin constituait à la fois son arme la plus puissante et son talent le plus glaçant. Elizabeth, malgré son jeune âge, se révéla essentielle au succès de l'opération. Son innocence apparemment sincère offrait une couverture parfaite aux activités de la famille. Les clients soupçonneux se trouvaient incapables de maintenir leur méfiance face à une jeune fille semblant incapable de tromperie. Elle servait également de système d'alerte précoce. Son attitude naturellement amicale lui permettait d'extraire des informations sur les origines des clients, leurs projets de voyage et leur situation financière, sans éveiller le moindre soupçon. La logistique de la dissimulation fut organisée avec une efficacité toute germanique par les frères Zimmer. Klaus avait découvert une série de grottes naturelles dans le flanc de la montagne, accessibles uniquement par une entrée dissimulée derrière un éboulement rocheux. Les corps pouvaient y être transportés sous couvert de l'obscurité et scellés derrière des pierres meubles, où la chimie de la montagne accélérait la décomposition. Les effets personnels étaient soigneusement triés. Tout ce qui avait de la valeur était conservé, tandis que les objets susceptibles d'identifier la victime étaient enterrés séparément ou détruits. Le rôle d'Ezra Hawthorne était peut-être le plus crucial de tous. Sa réputation dans la région était irréprochable, et sa parole faisait autorité auprès des autorités locales. Lorsque des questions surgissaient parfois au sujet de voyageurs disparus, Ezra confirmait solennellement que l'individu avait bien séjourné à l'auberge de Millbrook, mais qu'il était reparti en parfaite santé et de bonne humeur. Son visage buriné et son air honnête n'avaient jamais manqué de satisfaire même les enquêteurs les plus insistants. Le printemps 1833 apporta leur deuxième victime, un marchand de tabac nommé William Fraser, originaire de Caroline du Nord. Fraser transportait près de $500 en pièces d'argent, produit d'une saison fructueuse de vente de récoltes. Célibataire de 38 ans, il était connu pour son caractère reclus et son habitude de voyager seul afin de ne pas partager ses profits avec des associés. Fraser arriva par une soirée pluvieuse d'avril, immédiatement attiré par la chaleur et le confort de l'auberge. Après des semaines de voyage pénibles,
Les sœurs déployèrent leur stratégie affinée avec une précision chirurgicale. Margaret l'engagea dans des discussions commerciales afin d'évaluer sa situation financière et ses projets. Sarah lui servit des repas exceptionnels qui le rendaient réticent à poursuivre son voyage. Elizabeth l'enchanta par sa musique au piano et son charme innocent, lui rappelant la fille qu'il n'avait jamais eue. Mais ce fut Catherine qui scella le destin de Fraser. Lors de sa 3e nuit à l'auberge, elle le trouva seul dans la salle commune, lisant un recueil de poésie relié de cuir. Elle s'approcha avec une timidité feinte et lui demanda s'il accepterait de lire à voix haute, expliquant qu'elle avait reçu peu d'éducation mais aimait le son des beaux mots. Pendant 2 heures, Fraser lut à Catherine à la lueur de la lampe, sa voix gagnant en assurance tandis qu'elle l'écoutait avec une attention captivée. Lorsqu'il eut terminé, elle posa doucement sa main sur son bras et lui dit qu'il avait la plus belle voix qu'elle ait jamais entendue. La solitude qui avait enserré le cœur de Fraser pendant des décennies commença à se fissurer. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous », lui confia-t-il, la voix chargée d'émotions longtemps refoulées. « Vous me faites sentir vivant à nouveau. »« Alors ne partez pas demain », répondit Catherine, les yeux reflétant la lumière de la lampe avec une sincérité parfaitement calculée. « Restez encore un jour. Laissez-moi vous écouter lire encore. » Fraser prolongea son séjour d'1 semaine entière. Durant cette période, Catherine intensifia progressivement leur intimité, tandis que Sarah commençait à introduire de petites quantités d'extraits de phytolac dans son thé du soir. Les symptômes apparurent subtilement. Légers maux d'estomac, étourdissement passager, rien d'assez alarmant pour susciter une inquiétude immédiate. Fraser attribua son malaise au stress du voyage et au bouleversement émotionnel causé par ses sentiments amoureux inattendus. Lors de sa dernière nuit à l'auberge de Millbrook, Catherine invita Fraser à partager un dîner privé dans sa chambre. Sarah avait préparé son plat favori, accompagné d'une bouteille de vin contenant une dose soigneusement calculée d'extraits de ciguë aquatique. Tandis que Fraser était assis face à Catherine, dans l'intimité de la lumière des bougies, lui confiant ses rêves et ses peurs à une femme qu'il croyait capable de changer sa vie à jamais, il ignorait qu'il était déjà en train de mourir. Le poison agit exactement comme Sarah l'avait prévu. La mort de Fraser apparut comme une crise cardiaque soudaine provoquée par l'excitation et la fatigue. Son corps fut découvert le lendemain matin dans le lit de Catherine, semblant avoir succombé paisiblement dans son sommeil après une nuit de passion. Même si un médecin avait été disponible pour examiner le corps, les symptômes correspondaient parfaitement à ceux d'une défaillance cardiaque naturelle chez un homme d'âge moyen, au mode de vie jusque-là sédentaire. Fraser fut enterré avec une solennité appropriée dans le petit cimetière de l'auberge, une touche finale que Margaret avait ajoutée à leur dispositif. Une tombe convenable, avec une pierre gravée, donnait l'apparence d'un traitement respectueux tout en servant de cachette idéale. Le cimetière contenait déjà les sépultures de plusieurs générations de la famille Cunningham, rendant ces enterrements supplémentaires parfaitement banals aux yeux des habitants. L'argent de Fraser et ses effets personnels de valeur disparurent dans le trésor grandissant des sœurs, tandis que son chariot et ses chevaux furent vendus à des marchands itinérants quelques semaines plus tard. Sa disparition fut attribuée à une décision de s'installer dans le Kentucky plutôt que de retourner en Caroline du Nord, une explication plausible que personne ne songea à examiner de trop près. À la fin de l'année 1833, les sœurs avaient perfectionné un système quasiment indétectable. Elles avaient appris à espacer soigneusement leurs crimes, ne ciblant jamais plus de 4 ou 5 victimes par an, afin d'éviter la formation de schémas susceptibles d'attirer l'attention. Elles développèrent également des histoires de couverture pour les clients décédés à l'auberge, allant de crises cardiaques à des accidents ou encore à des décisions de s'établir définitivement dans l'Ouest. Elles avaient appris à espacer soigneusement leurs crimes, ne visant jamais plus de 4 ou 5 victimes par an, afin d'éviter de créer des schémas susceptibles d'attirer l'attention. Elles mirent également au point toute une série d'histoires de couverture pour expliquer la disparition ou la mort de certains clients. Crise cardiaque, accident de voyage, maladie soudaine ou décision de s'installer définitivement dans l'Ouest. Grâce à cette discipline méthodique, l'auberge de Millbrook continua à prospérer sans éveiller de soupçons sérieux pendant des années. Aux yeux du monde extérieur, elle demeurait un havre de paix et de chaleur humaine sur une route dangereuse, un lieu où les voyageurs trouvaient repos, réconfort et hospitalité sincère. Personne n'imaginait que, derrière ces murs accueillants, se jouait l'un des chapitres les plus sombres
et les plus soigneusement dissimulées de l'histoire de la frontière américaine. Plus importante encore, elles avaient appris à se faire une confiance absolue, créant une conspiration si étanche qu'aucun indice, pas même le plus infime, ne filtrait jamais vers l'extérieur. Juste au moment où l'on pensait avoir tout vu, l'horreur de l'auberge de Millbrook s'intensifiait encore. Les sœurs Cunningham ne faisaient là que commencer. Entre 1834 et 1845, l'auberge de Millbrook acquit une réputation qui s'étendit dans toute la région médio-atlantique et au-delà. Les voyageurs en parlaient avec le même respect réservé aux meilleurs établissements de Richmond ou de Baltimore. Les sœurs avaient créé quelque chose d'inédit, une auberge de montagne isolée, offrant un niveau de luxe et de service rivalisant avec les plus grands hôtels urbains. Margaret développa considérablement leurs activités légitimes. L'auberge entretenait désormais une écurie de chevaux de qualité pour les clients, exploitait une petite distillerie produisant un whisky de montagne haut de gamme et proposait même des expéditions de chasse guidées par Ezra Hawthorne. Ces entreprises légales procuraient des revenus substantiels et surtout forgeaient la réputation des sœurs comme femmes d'affaires avisées plutôt que simples aubergistes. Le registre des clients de cette période, soigneusement conservé dans les archives de l'État de Virginie, témoigne de leur succès. Des marchands de Charleston, des politiciens de Richmond, des spéculateurs fonciers de Baltimore et des aventuriers venus jusqu'à Boston y apposèrent leur signature dans l'élégant livre de comptes de Margaret. Beaucoup revinrent à plusieurs reprises, devenant des habitués qui faisaient l'éloge de Millbrook auprès de leurs collègues et amis. Mais derrière cette réussite légitime se cachait une machine de mort soigneusement orchestrée, fonctionnant avec une précision d'horlogerie. Les sœurs avaient porté la sélection de leurs victimes au rang de science exacte. Catherine développa une capacité presque surnaturelle à identifier les hommes dont personne ne remarquerait l'absence. Les solitaires, les marginaux, ceux qui portèrent des secrets, les poussant à éviter les relations proches. Les connaissances de Sarah en matière de poison s'étaient étendues à des dizaines de toxines végétales et minérales, chacune présentant des symptômes et des profils de détection différents. Elisabeth avait appris à soutirer des informations personnelles détaillées aux clients par des conversations en apparence innocentes, tandis que Margaret coordonnait l'ensemble avec la précision d'une opération militaire. Au cours de ces années, elles firent environ 43 victimes, un chiffre exact qui serait découvert plus tard par un arpenteur ferroviaire. Chaque mort était soigneusement planifiée et exécutée selon des protocoles stricts, minimisant les risques tout en maximisant les profits. Les sœurs établissaient des profils détaillés de leurs cibles, observant parfois des victimes potentielles pendant des semaines avant de prendre leur décision finale. Le cas de Jonathan Waverly, un arpenteur venu de Pennsylvanie arrivé en septembre 1838, en est un exemple frappant. Waverly travaillait pour le gouvernement de l'État, une mission qui l'obligeait à voyager seul pendant des mois dans des régions isolées. Il transportait un équipement d'arpentage de grande valeur, ainsi que son paiement et des fonds destinés à l'achat de parcelles de terrain identifiées comme de bons investissements. Margaret reconnut immédiatement en Waverly une cible idéale. Son travail impliquait de longues absences de toute civilisation, ce qui signifiait que sa disparition pourrait passer inaperçue pendant des mois. Ses activités offraient une couverture parfaite. Il aurait facilement pu succomber à l'un des nombreux dangers naturels du territoire. De plus, son caractère plutôt antisocial signifiait qu'il avait peu d'amis proches susceptibles de lancer des recherches. Les sœurs mirent leur plan à exécution sans tarder. Sarah prépara des repas spéciaux à base de gibier chassé par Ezra, créant un lien entre la nourriture et l'environnement montagnard que Waverly admirait tant. Elisabeth l'entretint longuement de son travail de cartographie, manifestant un vif intérêt pour ses connaissances techniques. Margaret discuta avec lui d'investissements fonciers potentiels, se présentant comme une experte locale capable de l'aider à identifier des opportunités rentables. Mais, une fois encore, ce fut Catherine qui scella son destin. Elle l'approcha non comme une conquête romantique, mais comme une âme sœur partageant son amour de la nature sauvage. Elle révéla une connaissance approfondie de la flore et de la faune montagnarde, issue en réalité de ses recherches sur les poisons. Elle l'accompagna lors de courtes expéditions d'arpentage autour de la propriété, démontrant une aisance en plein air que Waverly trouva irrésistible. « Je n'ai jamais rencontré une femme qui comprenne les montagnes comme vous », lui confia-t-il un jour, son habituel détachement professionnel se fissurant enfin. « J'ai vécu ici toute ma vie », répondit Catherine, en s'approchant de lui,
alors qu'ils se tenaient sur une crête dominant la vallée. Les montagnes m'ont appris des choses que les livres ne peuvent pas enseigner. Des choses sur la vie, sur la mort, et sur l'équilibre entre les deux. Waverly prolongea son séjour initial de 2 jours à 3 semaines, officiellement pour poursuivre ses relevés, mais en réalité parce qu'il était tombé sous l'emprise de Catherine. Pendant ce temps, Sarah introduisit progressivement des toxines de plus en plus puissantes dans sa nourriture, provoquant des symptômes imitant les premiers stades de la fièvre des montagnes. Un danger bien réel pour les arpenteurs. Le poison utilisé par Sarah était sa propre création, un extrait de l'amanite phalloïde, provoquant une insuffisance hépatique en quelques jours. Les symptômes correspondaient parfaitement à ceux de la fièvre des montagnes, et même un médecin expérimenté aurait eu du mal à distinguer les 2 affections. La mort de Waverly apparut comme un risque professionnel tragique mais prévisible. Son matériel d'arpentage fut vendu à un marchand du Kentucky, tandis que ses cartes détaillées furent ajoutées à la collection croissante de renseignements de Margaret sur la géographie et les ressources de la région. Son corps rejoignit les autres dans les grottes scellées de la montagne, et son nom fut consigné dans les registres locaux comme une nouvelle victime du mode de vie dangereux de la frontière. Le génie de l'opération des Sœurs ne résidait pas seulement dans leur méthode meurtrière, mais dans leur capacité à maintenir une façade de respectabilité. Elles assistaient aux offices religieux dans la localité voisine de Millbrook, contribuaient généreusement aux causes communautaires et entretenaient des relations amicales avec les familles locales. Margaret siégeait au conseil de l'association régionale des marchands, Sarah apportait une aide médicale aux fermes voisines, Catherine enseignait à l'école du dimanche et Elisabeth organisait des événements sociaux pour les familles isolées. Cette implication communautaire servait plusieurs objectifs. Fournir des alibis et des témoins de moralité lorsque des questions surgissaient, donner accès à des informations sur les voyageurs de passage et surtout établir les sœurs comme des piliers de la communauté dont la parole ne serait jamais mise en doute. Elles développèrent également un vaste réseau de relations commerciales qui légitimait leur richesse croissante. Elles investirent dans des achats de terres dans toute la région, constituant progressivement un portefeuille immobilier, générant des revenus locatifs et prenant de la valeur. Elles prêtèrent de l'argent à des fermiers et commerçants locaux, gagnant à la fois intérêt et influence. Elles achetèrent même des parts dans plusieurs compagnies de bateaux à vapeur opérant sur l'Ohio, diversifiant ainsi leurs sources de revenus. En 1845, les sœurs Cunningham figuraient parmi les plus grandes propriétaires foncières de l'ouest de la Virginie. Leur réussite était citée comme un exemple de ce que des femmes déterminées pouvaient accomplir, même dans le contexte difficile de la frontière. Des journaux locaux publièrent occasionnellement des articles sur les entreprenantes sœurs Cunningham, qui avaient bâti un véritable empire à partir de leurs propriétés montagnardes héritées. Mais sous cette façade de succès légitime reposèrent les os soigneusement dissimulés de plus de 40 hommes ayant commis l'erreur fatale d'accepter leur hospitalité. Chaque mort avait accru leur fortune et perfectionné leur méthode, créant un cycle de meurtres et de profits qui semblait impossible à enrayer ou à détecter. L'isolement qui les avait initialement protégés offrait désormais l'environnement parfait pour leurs activités prédatrices. La fin commença non pas avec la loi ou des proches soupçonneux, mais de manière inattendue, par l'un de leurs propres employés. Heinrich Zimmer, le plus jeune des 2 frères allemands, devenait de plus en plus instable depuis un accident de chasse à l'automne 1849 qu'il avait laissé avec des douleurs chroniques et une dépendance au laudanum. Plus sensible que son frère Klaus, Heinrich subissait de plein fouet le poids psychologique de sa participation au crime. Le laudanum, initialement prescrit par Sarah pour soulager sa douleur, devint peu à peu une échappatoire à la culpabilité et au cauchemar. Mais l'addiction engendra paranoïa, saute d'humeur et une propension à parler trop librement, faisant de lui un danger croissant pour l'opération. La crise éclata par un matin glacial de février 1850, lorsque Heinrich apparut à la porte de la cuisine, les yeux fous de panique et les vêtements froissés par une nuit sans sommeil. Sarah était seule, préparant le petit déjeuner pour un marchand de Caroline du Nord, arrivé la veille, déjà identifié comme leur prochaine cible. « Je n'y arrive plus », murmura Heinrich. « Je vois leur visage chaque nuit. 43 hommes, Sarah. 43 âmes qui réclament justice. » Sarah resta calme, tout en mesurant la menace qu'ils représentaient. Sa connaissance de leurs crimes était totale. Il pouvait mener les autorités jusqu'au lieu d'inhumation, décrire les méthodes de meurtre et témoigner contre elles. Elle tenta de le rassurer, attribuant ses visions aux effets du laudanum. La conversation dura près d'1 heure,
Sarah parvint finalement à le convaincre de retourner dans sa cabane pour se reposer. Mais elle savait qu'il n'y aurait pas de discussion ultérieure. Heinrich Zimmer était devenu un danger, et les dangers devaient être éliminés. Ce soir-là, elle prépara un dîner spécial pour les frères Zimmer, en guise de remerciement pour leurs années de loyaux services. Le repas comprenait les plats préférés d'Heinrich, accompagné d'un vin épicé contenant suffisamment d'extraits de digital pour arrêter un cœur en quelques heures. Heinrich mourut paisiblement dans son sommeil. Sa mort fut attribuée à une affection cardiaque, comme celle censée avoir emporté plusieurs clients. Klaus, qui avait bu moins de vin, survécut, mais avec de graves dommages cardiaques, le laissant affaibli et dépendant des soins de Sarah. Si la mort d'Heinrich résolut un problème immédiat, elle en créa un autre. Klaus commença à poser des questions de plus en plus pressantes. Margaret comprit que leur entreprise entrait dans une phase critique. Le réseau de confiance qui les avait protégés pendant près de 20 ans commençait à se fissurer. Elle élabora des plans de repli au cas où elle devrait abandonner Millbrook. Le dernier client à mourir à l'auberge de Millbrook fut Samuel Hartwell, un courtier en coton de Savannah, arrivé en mars 1851 avec plus de $1000 en or et en billets. Veuf dans la cinquantaine, il voyageait vers le nord pour négocier des contrats avec des filatures de Pennsylvanie. Sa mort suivit le schéma habituel. Une crise cardiaque apparente après plusieurs jours d'hospitalité exceptionnelle et de compagnie intime avec Catherine. Mais cette fois, une erreur fatale fut commise. Hartwell avait rendez-vous à Pittsburgh à une date précise. Lorsqu'il n'y arriva pas, son associé alerta les autorités. Le shérif Thomas Brennan, un homme expérimenté, mena une enquête plus approfondie que ses prédécesseurs. Peu à peu, des incohérences apparurent, puis un schéma troublant. L'enquête s'accéléra. Brennan interrogea Klaus Zimmer, dont les propos énigmatiques éveillèrent ses soupçons. Une rencontre discrète permit d'obtenir suffisamment d'éléments pour justifier des mandats de perquisition. Le raid sur l'auberge eut lieu à l'aube du 15 avril 1851. Malgré le calme affiché des sœurs, les preuves étaient accablantes. Objets personnels appartenant à des voyageurs disparus, un jardin de plantes toxiques sans usage médicinal légitime et les notes détaillées de Sarah décrivant dosages et effets directement liés aux morts de clients précis. La fouille de la propriété ne s'arrêta pas à la maison principale. Guidés par les informations fournies par Klaus Zimmer et par les notes découvertes dans la chambre de Sarah, les adjoints du shérif étendirent leurs recherches aux terrains environnants. Derrière un éboulement rocheux apparemment naturel, ils découvrirent l'entrée dissimulée d'un réseau de grottes creusées dans le flanc de la montagne. À l'intérieur, ils mirent au jour une scène d'horreur difficilement concevable. Des restes humains à différents stades de décomposition reposaient derrière des murs de pierres empilés avec soin. Certains corps étaient encore enveloppés dans des toiles grossières, d'autres réduits à des os blanchis par le temps et l'humidité. Des effets personnels, boutons, boucles de ceinture, fragments de vêtements, permettaient de relier les dépouilles à des voyageurs disparus depuis des décennies. Au total, les enquêteurs identifièrent les restes d'au moins 43 hommes, confirmant les pires soupçons de Brennan. La précision méthodique avec laquelle les corps avaient été dissimulés témoignait d'années de pratique et d'une planification rigoureuse. Il ne s'agissait pas de crimes opportunistes, mais d'un système de meurtre organisé, entretenu pendant près de 20 ans. Les sœurs Cunningham furent arrêtées et placées en détention séparée. Pour la première fois depuis des décennies, leur unité parfaite se fissura. Privés de leur environnement contrôlé et confrontés à l'ampleur des preuves, leur assurance commença à s'effondrer. Catherine, privée de son pouvoir de séduction, sombra dans un mutisme glacial. Sarah tenta de minimiser son rôle, présentant ses connaissances comme purement médicinales. Élisabeth pleura abondamment, affirmant avoir obéi à ses aînés sans jamais comprendre l'ensemble du tableau. Margaret, quant à elle, resta calme et distante, refusant presque systématiquement de répondre aux questions. Le procès qui suivit attira une attention considérable dans toute la région. Les témoignages de Klaus Zimmer, les objets récupérés dans l'auberge et les découvertes macabres dans les grottes fournirent un dossier accablant. Les sœurs furent reconnues coupables de multiples chefs d'accusation de meurtre, de vol et de conspiration. Leur chute provoqua une onde de choc dans les communautés de Virginie occidentale et du Kentucky. Des familles réalisèrent que des proches disparus depuis des années avaient trouvé leur fin à l'auberge de Millbrook. Le lieu, autrefois symbole de chaleur et de refuge, devint synonyme de trahison et d'horreur. L'auberge fut définitivement fermée
et la propriété Cunningham saisie par les autorités. Les bâtiments tombèrent progressivement en ruine, et la montagne reprit lentement possession des lieux. Mais l'histoire de Millbrook Inn ne disparut jamais complètement. Elle survécut dans les récits murmurés, dans les archives judiciaires et dans la mémoire collective de la frontière américaine. Car ce que les sœurs Cunningham avaient compris et exploité avec une froide efficacité était une vérité troublante. Dans un monde isolé, où la confiance est une nécessité vitale, ceux qui l'offrent le plus généreusement peuvent aussi être ceux qui la trahissent le plus profondément. La découverte des grottes funéraires constitua la dernière preuve nécessaire pour confirmer l'ampleur des crimes des sœurs. Klaus Zimmer, confronté à des accusations de complicité de meurtre, conduisit les enquêteurs jusqu'à l'entrée dissimulée derrière l'éboulement rocheux. À l'intérieur des grottes, exactement comme le constaterait quelques mois plus tard l'arpenteur ferroviaire, se trouvaient les restes squelettiques de 43 hommes, accompagnés d'effets personnels d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Chaque squelette racontait sa propre histoire de mort violente. Des perforations à la base de plusieurs crânes indiquaient que certaines victimes avaient été tuées rapidement à l'aide d'armes tranchantes, probablement alors qu'elles étaient inconscientes à cause de l'alcool ou du poison. D'autres présentaient des signes de strangulation ou d'asphyxie. Quelques-uns semblaient être morts uniquement d'empoisonnement, leurs os montrant des altérations chimiques associées à une toxicité aux métaux lourds. Le procès des sœurs Cunningham devint l'une des procédures judiciaires les plus sensationnelles de l'histoire de la Virginie. Des journaux de tout le pays couvrirent l'affaire, fascinés par l'histoire de 4 femmes ayant dirigé l'une des entreprises criminelles les plus prospères de l'histoire américaine. L'accusation, menée par le procureur Daniel Hutchinson, présenta des preuves accablantes d'une conspiration ayant duré près de 20 ans et coûté la vie à plus de 40 personnes. Margaret maintint son innocence tout au long du procès, affirmant que les preuves retrouvées à l'auberge avaient été fabriquées par des ennemis cherchant à détruire la réputation de sa famille. Catherine s'effondra complètement lors de son témoignage, alternant entre dénégation et aveux en larmes impliquant les 4 sœurs. Sarah refusa de parler, gardant un silence stoïque que beaucoup interprétèrent comme un aveu de culpabilité. Élisabeth, la plus jeune et la plus compatissante aux yeux du public, déclara avoir été contrainte par ses sœurs aînées et implora la clémence du tribunal. La défense se concentra sur l'isolement et la vulnérabilité de 4 femmes orphelines, tentant de survivre dans un environnement frontalier dangereux. Leur avocat, Marcus Fairfield, soutint qu'elles avaient été poussées à des mesures désespérées par des circonstances indépendantes de leur volonté, et que leur jeunesse et leur sexe devaient être considérés comme des circonstances atténuantes. Mais l'ampleur des crimes et la masse de preuves rendirent toute indulgence difficile. Le jury délibéra moins de 3 heures avant de rendre un verdict de culpabilité pour les 4 accusés sur de multiples chefs d'accusation de meurtre au premier degré. La sentence fut rapide et définitive. Margaret, Catherine et Sarah furent condamnées à la pendaison, leur exécution fixée au 12 octobre 1851. Élisabeth, en grande partie en raison de son âge au début des crimes et de sa coopération apparente avec les autorités, fut condamnée à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Les exécutions eurent lieu comme prévu, un matin d'octobre gris, devant des centaines de spectateurs venus assister à la fin de l'histoire des sœurs Cunningham. Margaret affronta la mort avec la même froideur qu'elle avait affichée durant le procès, sans prononcer de dernières paroles de remords ou d'explication. Catherine et Sarah se tinrent la main sur l'échafaud, tandis que les nœuds coulants étaient placés autour de leur cou. Un ultime moment de solidarité fraternelle, contrastant brutalement avec la cruauté calculée dont elles avaient fait preuve envers leurs victimes. Elizabeth Cunningham fut transférée au pénitencier d'État de Virginie à Richmond, où elle passa les 37 dernières années de sa vie. Les archives pénitentiaires indiquent qu'elle maintint son innocence jusqu'à sa mort en 1888, affirmant à plusieurs reprises qu'elle avait été manipulée par ses sœurs, plutôt qu'actrice volontaire de leurs crimes. Elle ne reçut jamais de visiteurs et ne laissa aucun témoignage écrit de son expérience à Millbrook Inn. Klaus Zimmer, à qui l'immunité avait été accordée en échange de son témoignage, disparut peu après la fin du procès. Certains rapports le situaient dans l'Ohio, d'autres dans le Missouri, mais il ne fut jamais officiellement retrouvé. Le traumatisme de la mort de son frère et son rôle dans la révélation des crimes semblèrent de l'avoir brisé, le laissant incapable de s'installer durablement ou de nouer des relations stables. Ezra Hawthorne fut inculpé comme complice de meurtre,
Mais son âge avancé et sa coopération avec les autorités lui valurent une peine réduite de 10 ans de prison. Il mourut en détention en 1854, affirmant jusqu'à la fin qu'il n'avait jamais soupçonné la véritable nature des activités des sœurs et qu'il avait cru à leurs explications concernant les morts et disparitions. L'auberge de Millbrook fut vendue aux enchères, afin de satisfaire les jugements prononcés contre le domaine Cunningham. Les nouveaux propriétaires, la famille Fletcher de Richmond, tentèrent de la faire fonctionner comme une auberge légitime, mais sa réputation infâme rendit impossible l'attraction de clients. Le bâtiment resta vide pendant plusieurs années avant d'être racheté par une société minière qui rasa les structures et convertit le terrain à un usage industriel. La mine de cuivre, où furent découverts les restes des victimes, fut définitivement scellée par décision de justice, avec l'érection d'une simple stèle commémorative honorant les 43 hommes morts à Millbrook Inn. La stèle, qui existerait encore aujourd'hui, selon les sociétés historiques locales, porte cette inscription. Ici reposent des voyageurs inconnus, 1832-1851. Puissent-ils trouver dans la mort la paix qui leur fut refusée dans la vie? L'affaire eut des répercussions profondes sur la réglementation des auberges et hôtels en Virginie et dans les États voisins. De nouvelles lois imposèrent des registres de clients plus détaillés, la déclaration obligatoire des décès aux autorités locales et des inspections régulières des établissements accueillant des voyageurs. Ces « lois Cunningham » restèrent en vigueur jusqu'au XXe siècle. Plus profondément encore, l'affaire Millbrook Inn devint un avertissement sur les dangers de l'isolement et sur la facilité avec laquelle le mal peut prospérer loin de toute surveillance civilisée. Les enquêteurs commencèrent à prêter une attention accrue aux schémas de disparition autour d'établissements isolés, menant à la découverte de plusieurs opérations criminelles de moindre ampleur, qui auraient autrement pu perdurer. L'enquête financière révéla l'ampleur réelle du succès des sœurs. Leur patrimoine, terres, investissements commerciaux et liquidités étaient évalués à plus de 50 000 $, une fortune colossale pour l'époque. Ces fonds servirent, lorsque cela fut possible, à indemniser les familles des victimes et à renforcer les capacités des forces de l'ordre dans les régions isolées de Virginie. Les criminologues modernes ayant étudié l'affaire soulignent plusieurs facteurs expliquant leur réussite remarquable. Une sélection méticuleuse des victimes, des méthodes de mise à mort sophistiquées, des techniques de dissimulation efficaces et, surtout, une couverture parfaite rendant leurs crimes presque invisibles aux enquêteurs contemporains. L'isolement du site offrait la discrétion, tandis que leur réputation d'hospitalité garantissait un flux constant de victimes potentielles. Les profils psychologiques établis a posteriori suggèrent que Margaret fut l'architecte principal de l'opération, dotée des traits antisociaux et des capacités organisationnelles nécessaires à une entreprise criminelle aussi complexe. Catherine aurait probablement souffert de ce que l'on qualifierait aujourd'hui de troubles de la personnalité borderline, la rendant capable de liens émotionnels intenses mais dénués de sincérité. L'expertise de Sarah en matière de poison révèle une fascination pour la mort et le contrôle frôlant le sadisme. Le rôle d'Elizabeth demeure le plus ambigu. Participante volontaire ou complice contrainte, la question ne sera peut-être jamais tranchée. Ce qui rend l'affaire Millbrook Inn particulièrement glaçante, c'est la facilité avec laquelle elle aurait pu se poursuivre indéfiniment. Sans l'effondrement psychologique d'Heinrich Zimmer ou la ténacité du shérif Brennan, les sœurs auraient pu continuer pendant des décennies. Le caractère presque aléatoire de leur découverte rappelle que de nombreux crimes historiques ont pu rester totalement inconnus, leurs auteurs emportant leurs secrets dans des tombes anonymes. L'histoire des sœurs Cunningham met aussi en lumière la vulnérabilité des voyageurs à l'ère pré-industrielle. Lorsque les communications étaient lentes et les déplacements périlleux, un homme pouvait disparaître entre deux villes sans être remarqué pendant des mois, voire jamais. Les sœurs exploitèrent cette fragilité avec une efficacité implacable, transformant l'hospitalité elle-même en arme contre les solitaires et les isolés. Le folklore local de l'ouest de la Virginie conserva pendant des générations des versions déformées de l'histoire de Millbrook Inn. Certains récits présentèrent les sœurs comme des victimes des circonstances, poussées au désespoir par la pauvreté et l'isolement. D'autres les transformaient en entités surnaturelles, attirant leurs victimes par des moyens magiques plutôt que par la manipulation. La vérité, révélée par les archives judiciaires et les témoignages contemporains, est à la fois plus banale et plus terrifiante
que n'importe quelle histoire de fantôme. L'emplacement physique de Millbrook Inn resta une source de superstition locale jusque dans le XXe siècle. Des chasseurs et des randonneurs rapportèrent avoir trouvé d'étranges objets dans la région. Vieux boutons, morceaux de vêtements, objets métalliques rouillés ayant peut-être appartenu aux victimes. Qu'il s'agisse de véritables reliques ou de projections de l'imagination collective, demeure incertain. Plusieurs tentatives furent menées pour localiser d'autres sites d'inhumation pouvant contenir des victimes éliminées par d'autres méthodes. Des études par radar à pénétration de sol menées dans les années 1980 révélèrent des anomalies compatibles avec des tombes anonymes, mais des considérations juridiques et éthiques empêchèrent des fouilles approfondies. Il demeure possible que les 43 victimes découvertes ne représentent qu'une partie du bilan réel. Le dossier Cunningham, conservé aux archives de l'État de Virginie, continue d'attirer chercheurs et historiens amateurs fascinés par l'une des opérations de meurtres en série les plus réussies de l'histoire américaine. Les registres méticuleux tenus par Margaret, les notes botaniques de Sarah et les preuves matérielles récupérées offrent un aperçu exceptionnel de la planification et de l'exécution de tels crimes au XIXe siècle. Cette affaire nous rappelle à quel point le mal peut aisément se dissimuler derrière une façade de respectabilité et comment l'isolement peut fournir la couverture idéale aux crimes les plus odieux. L'histoire des sœurs Cunningham nous enseigne que les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres. Parfois, ils prennent l'apparence d'hôtesses charmantes, offrant aux voyageurs fatigués exactement ce dont ils ont le plus besoin.